8h34, Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé, entre autres, du commerce et de l'artisanat. Nous allons y revenir, notamment avec tous les commerçants qui souffrent de la grève. Réforme des retraites, 29e jour de grève à la SNCF, à la RATP. Les conducteurs surtout sont en grève, 5e semaine. Il va bien falloir en sortir, Agnès Pannier-Runacher. Et oui. Les Français en ont assez. Les Français, les Parisiens en particulier, parce oui, qu'il y a une vraie différence entre les Parisiens ou l'Île-de-France et les autres en province. Oui, il faut en sortir. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que nous continuons à avoir des contacts formels, informels, de manière à apporter un certain nombre de réponses. Vous voyez que ça avance sur un certain nombre de sujets. Tiens, ça avance. Ça avance. Ça avance avec les contrôleurs aériens. Ça avance avec les policiers, les gendarmes. Oui, évidemment, on a lâché. Vous avez lâché. Non, comment non. Je vais y revenir. Ça avance peut-être avec les contrôleurs aériens, ça avance avec les policiers, et après, les gendarmes. De quoi parle-t-on De faire une réforme qui réponde à deux sujets. Le premier, c'est une réforme de justice sociale. Une réforme de justice sociale qui permette aux jeunes aujourd'hui d'être sûrs d'avoir une retraite. Parce que dans le système actuel, n'en déplaise à la CGT que vous receviez hier sur votre plateau, Philippe Martinez, leur retraite n'est pas garantie. On fait comment ? C'est-à-dire que l'État aujourd'hui n'a plus les moyens financiers d'assurer les mêmes pensions. C'est pas l'État, c'est les Français. Les Français, pardon. Oui, c'est vrai. D'assurer les mêmes pensions que dans le passé. Ce que nous dit le corps, le spécialiste, l'expert du sujet, c'est que le régime est déséquilibré de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Donc baisse des pensions, report du départ à la retraite. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Soit vous augmentez les cotisations. Ou augmentation des cotisations. Soit vous baissez les pensions. Ces deux leviers ne me paraissent absolument inatteignables. Soit effectivement, chacun, on travaille un peu plus. Et c'est ce que font les salariés du privé aujourd'hui. Je rappelle que les salariés du privé, ils partent à 63 ans et demi et que en 2025, selon les projections, ils partiront à 64 ans. Donc c'est de ça qu'on parle. C'est une réalité. Donc, veut-on financer le régime de nos jeunes ? Veut-on que les femmes ne partent pas à 67 ans ? 67 ans pour 20% d'entre elles. Est-ce que ça, c'est de la justice sociale ? Parce qu'elles ont eu des enfants ? Ah oui, les femmes, ça a des enfants. Incroyable. Est-ce que l'on veut que les précaires aient un système qui les protège mieux ? C'est de ça qu'on parle. Donc effectivement, le président de la République l'a réaffirmé. Notre sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette réforme soit faite. Notre régime de retraite, aujourd'hui, notre système, il est fondé sur des données économiques du XXe siècle. À l'époque, lorsqu'on l'a mis en place, il y avait 4 actifs qui finançaient un retraité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les métiers changent, on doit donner de la mobilité, on doit faire en sorte que chaque Français puisse avoir une retraite décente à la fin et puisse changer librement de métier en ayant toujours l'avantage d'avoir leur point de retraite, leur acquis de retraite. C'est de ça qu'on parle. On essaye d'adapter aujourd'hui notre système de retraite aux données de notre pays. Je reviens à ma première question. Il va bien falloir en sortir. Compromis rapide, c'est ce que demande Emmanuel Macron à Édouard Philippe et aux partenaires sociaux. Mais il le demande aussi à son Premier ministre. Compromis rapide. Le Premier ministre va donc être obligé de faire des propositions, de nouvelles propositions, dès le 7, dès mardi prochain. C'est bien cela, il fera de nouvelles propositions. Il l'engagera, il continuera, il poursuivra les discussions avec les partenaires sociaux. Est-ce qu'il fera de nouvelles propositions ? À ce stade, je crois que les paramètres, ils sont connus. Donc, pas de nouvelles propositions. Attendez, c'est aux partenaires sociaux de faire des propositions. Non, mais oui. Mais attendez, si, le compromis, pour trouver un compromis, il faut être deux. Mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'on dit, nous avons fait nos propositions. Nos propositions, elles sont faites dans un cadre où on dit, messieurs les partenaires sociaux, le régime doit être équilibré, sinon on ment aux plus jeunes et ils ne seront pas financés. Alors, si vous arrivez avec quelque chose qui fonctionne mieux, très bien, faites-nous vos propositions. Oui. Et si, c'est ça. Oui, mais c'est-à-dire que vous ne vous ne proposerez aucune avancée, ni sur la pénibilité, ni sur l'âge pivot. On est prêt à en discuter. Ça veut dire quoi, discuter ?
Ça veut dire que lorsque les partenaires sociaux nous disent très bien, mais comment traitez-vous le cas de quelqu'un qui démarre à 18 ans et comment ça s'applique? Là, ok, on peut en discuter en disant ah oui, c'est vrai, vous avez raison, ce sont des carrières longues, il faut prévoir quelque chose de spécifique pour les carrières longues. Si on nous dit comment gérez-vous le cas de personnes qui, à 57 ans, se retrouvent au chômage et qui peinent à retrouver, comment s'applique le couperet de la décote? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier? Très bien, discutons-en. Ce sont des cas qui méritent d'être discutés. Et sur la pénibilité? Et sur la pénibilité, on a fait une ouverture sur le travail de nuit que je pense très important. Est-ce que vous pourriez aller plus loin? Alors, moi je veux dire, j'ai été dirigeante d'entreprise. Oui. J'ai géré le sujet de la pénibilité sur une activité où j'avais des gens, c'était des dameurs en l'occurrence, qui marchaient dans des machines où vous aviez de la vibration, du froid, 5 mois dans l'année. C'est absolument inapplicable. C'est une usine à gaz complètement délirante, ce qui avait été produit par le précédent gouvernement. Et nous l'avons simplifié. Aujourd'hui, la pénibilité, on peut le traiter autrement. Le travail de nuit, c'est effectivement un sujet qu'on peut aborder. Non, mais est-ce que sur la pénibilité, vous allez faire de nouvelles propositions? Sur la pénibilité, on est prêt à en discuter, mais on n'a pas dit qu'on revenait à un système qui avait été celui qui avait été proposé par la précédente mandature et qui ne fonctionne pas. En réalité, ça ne fonctionne pas. Pas facile de trouver un compromis dans ces circonstances. Mais pas facile. Il faut parler du fond. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver ce qu'on... Les Français en ont assez. Ils en ont assez de l'intransigeance et du gouvernement et de l'intransigeance des syndicats. Mais ils en ont assez. Pardon, mais moi je suis dans un système de réalité, Monsieur Bourdin. Je suis dans un système de réalité. 29 jours, la plus longue grève aujourd'hui les de l'histoire sociale de France depuis 30 ou 40 ans. Les propositions des syndicats pour faire en sorte que nous ayons un régime de retraite qui réponde aux problèmes des femmes, réponde aux problèmes des plus précaires et soit équilibré. Donc, c'est ouverte, la porte est ouverte. Qu'il y ait des propositions. Ouverte, Lorsqu'on nous dit c'est très simple, il suffit de remettre la retraite à 60 ans, mais enfin, mais alors l'âge pivot, sur l'âge pivot, ce n'est pas sérieux. Vous avez êtes des d'accord propositions? avec moi? On serait le seul pays du monde où les gens partiraient à la retraite à 60 ans. Non, il y a d'autres pays dans le monde où on part plus tôt, notamment la Chine, par exemple. Enfin, qui n'ont pas exactement les mêmes équilibres, on est bien d'accord. Si je puis me permettre, ni les mêmes retraites. On est bien d'accord. En Europe, les gens partent à 64, 65, 67 ans. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, si on veut que les plus jeunes bénéficient d'une retraite, il faut poser ce problème sur la table. On ne va pas se cacher. Mais Agnès Pannier-Runacher, on ne va pas lâcher des choses pour que demain, les jeunes n'aient plus de retraite. C'est de ça qu'il est question. Mais bon, ça c'est votre position, ce n'est pas ce que disent les syndicats qui sont toujours mobilisés. Et plus que jamais. Vous avez entendu hier Philippe Martinez? Vous avez entendu ce qu'il disait à l'appel de la CGT, Monsieur blocage Bourdin, des raffineries entre les 7... C'est illégal. Vous l'avez d'ailleurs bien souligné. C'est illégal, le blocage des raffineries. C'est pas le droit de manifester. C'est pas le droit de grève. Vous laisserez la CGT bloquer les raffineries? En tout état de cause, nous ne l'avons jamais laissé. Il y a toujours eu cet entretien. Donc les forces de l'ordre interviendront. Je suis désolée, mais aujourd'hui, il est légitime que les Français aient accès à l'essence. C'est une pression qui n'est pas acceptable. On est d'accord. Il faut des grèves partout, disait hier Philippe Martinez. Des grèves partout. Mais Monsieur Bourdin, elles sont où les grèves? Elles sont à la RATP et à la SNCF. Il y a des grèves chez les commerçants? Il y a des grèves chez les artisans, pourtant ils sont eux aussi dans la réforme. Il y a des grèves dans le privé? Non. Il n'y a pas de grève dans le privé. Il n'y a pas de grève. C'est 80% Il n'y a pas de grève des Français chez les policiers qui sont pas en grève. Menacés. Il n'y a pas de faire grève. Il n'y a pas de grève dans le personnel aérien qui avait menacé de se mettre en grève. Mais pourquoi? Parce que vous avez cédé sur leurs régimes spéciaux. Comment non? Parce que nous avons reconnu une spécificité. Lorsque les gendarmes, les policiers est-ce que vous ne reconnaissez et les pas armées... une spécificité à la RATP ou à la SNCF alors? Mais pardon, parce qu'aujourd'hui, un cheminot qui n'est pas à la RATP n'a pas du tout les mêmes règles du jeu. Je comprends pas. Quelqu'un qui travaille pour la Régie des transports marseillais ou et qui conduit un métro n'a pas les mêmes règles de retraite. Ce que nous disons, nous, c'est que même métier, même cotisation, même retraite. Pas plus, pas moins. Les gendarmes, les pompiers, les forces de l'ordre... Ils mettent leur intégrité physique en jeu lorsqu'ils défendent les Français. Alors, écoutez, on est bien content de les avoir. Non, mais vous êtes en contradiction. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons écouter Emmanuel Macron lors d'un débat sur les retraites à Rodez le 3 octobre dernier. Écoutez ce qu'il disait. À proprement parler. C'est pas possible dans un système qui est universel par points. Donc,
On va pas garder... Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos, hein. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Donc ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, donc pourquoi pas pour les infirmières, les aides-soignants. Et puis on va refaire nos régimes spéciaux. En 2 temps, 3 mouvements, on y est. Non. C'est pourtant ce que vous avez fait pour les policiers et gendarmes. C'est un Pas du régime... tout. Non, non. Mais c'est ce que dit le président de la République. Si on commence Mais avec Jean-Jacques Bourdin, laissez-moi vous répondre, sinon ça va être difficile. Allez-y. Ça va être difficile. Allez-y. Pardon, c'est par rapport au contenu de votre travail, on reconnaît, je suis désolée, un pompier, il met sa vie en jeu à chaque fois qu'il intervient sur une opération. Donc, il a des droits particuliers. Si le lendemain, il change de métier, il aura le régime qui sera attaché à son nouveau métier. Pas un régime attaché au métier, mais même métier, même cotisation, même retraite. C'est ça qu'on dit. Mais, il n'y a pas de raison que le président comptable... de la République disait, si je commence à raison. dire on garde un régime spécial Mais on ne garde pour les pas de policiers... régime spécial. On garde des spécificités d'application. Si vous commencez à dire que le comptable de la RATP n'a pas les mêmes droits que le comptable de n'importe quelle entreprise, mais à quoi ça ressemble? C'est ces inégalités-là contre lesquelles nous essayons d'agir. Alors qu'allez-vous faire pour les infirmiers libéraux, les orthophonistes, les avocats, les kinés, les experts comptables qui seront en grève, qui annoncent des grèves et des mouvements? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez garder leur régime autonome ou non, pas? c'est encore une fois, non, vous dites non. C'est un régime universel. Oui. Ce que nous disons, c'est que ceux qui ont bâti des régimes spécifiques, le temps de converger, pourront utiliser les réserves qu'ils auront accumulées pour accompagner cette transition. Mais en tout état de cause, encore une fois, le régime universel, c'est une garantie. Ces professions-là ne conserveront pas leur régime autonome. Ils conservent leurs réserves. C'est ça que l'on dit. Ils conservent leurs réserves. Ils conservent leurs réserves. Et ce qui est important, c'est la mobilité derrière. C'est de dire on n'attache pas des droits à un statut. C'est que demain, vous pouvez changer de métier et continuer à avoir vos droits. C'est extrêmement important à un moment où 2/3 des métiers ne sont pas connus. Ceux qui seront en 2050, on ne les connaît pas. Vous avez des cheminots qui disent il faut continuer à financer. En 2050, est-ce qu'il y aura encore des cheminots? Vous croyez que les mineurs qui n'ont personne pour financer leur retraite... Dans tous les cas, il n'y a plus d'embauche au statut à la SNCF depuis hier. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça aussi, c'est un progrès parce que ça donne de la mobilité à ces cheminots. Je suis désolée, mais là aussi, il faut qu'ils ne soient pas attachés et prisonniers d'un statut. Ouais. Agnès Pannier-Runacher, au-delà, j'ai envie d'avoir des précisions sur BlackRock, sur tout ce qui est dit ici ou là. Au-delà de 120 000 euros bruts par an, un salarié ou un cadre dirigeant qui touche plus de 10 000 euros bruts par mois. Au-delà, que se passe-t-il? Alors, il paye 2,81%, ça c'est nouveau, de cotisation patronale plus salariale qui bénéficie à la solidarité. C'est-à-dire qu'il n'ouvre plus aucun droit. Au-delà, il paie une cotisation de 2,81% qui n'ouvre aucun droit à la retraite. Aucun droit à la retraite. C'est pour la solidarité. Ça permet de financer en fait les régimes des plus précaires, les gens qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se financer leur retraite. Ça, c'est le premier point. Oui. Et le deuxième point, c'est qu'ensuite on estime, mais ça c'est une proposition de M. Piketty de 2008, qu'au-delà effectivement de 120 000 euros, ce n'est pas la solidarité nationale de s'occuper de la retraite de ces gens-là parce que on doit leur donner une retraite suffisante, mais pas au-delà. Si ces gens-là ne bénéficient plus de la solidarité nationale, si j'ai bien compris, que vont-ils faire? Ils vont se tourner vers des retraites par capitalisation, donc des fonds de pension. Donc BlackRock, par exemple. Alors, BlackRock ne gère pas des fonds de pension. Non, c'est vrai. Non, déjà, c'est important de le dire. BlackRock investit en France. Il ne faut pas se tromper de sens de l'investissement. Oui. C'est pour ça qu'en France, nous avons... un gestionnaire d'actifs. Exactement. BlackRock gère plus de 6 000 milliards de dollars. Est-ce que vous croyez que les 350 000 Français qui vont se poser des questions sur leur retraite et qui ont déjà des systèmes, parce que les plans d'épargne retraite, ça existe, les PERCO, ça existe, l'assurance vie, c'est 1800 milliards d'euros en France. BlackRock fait du lobbying pour les plans d'épargne retraite, Agnès Pannier-Runacher. Non, ils ne font pas du lobbying en l'occurrence, c'est raté parce qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner.
C'est une boîte de Smarties, le marché français. Arrêtons de raconter. Smarties, c'est-à-dire, expliquez-nous, parce que là, ça ne représente rien par rapport à leur gestion d'actifs. Je rappelle, ils gèrent 6 000 milliards de dollars, et notamment de dollars qui viennent des États-Unis, de l'Asie. Donc, arrêtons de croire que nous sommes au centre du monde. Pour objectif de jeter ces salariés très aisés dans les bras des fonds de pension. Mais aujourd'hui, vous avez déjà des plans d'épargne retraite pour ces salariés. Les grandes entreprises ont déjà mis en place des plans épargne retraite. Et ces plans épargne retraite financent l'économie française. On se plaint d'avoir des fonds de pension américains qui sont présents au capital de nos entreprises françaises. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait des Français qui investissent dans les entreprises françaises. Agnès Pannier-Runacher. Donc attention à pas tout mélanger. Non, mais je vous pose des questions. Moi, je vous pose des questions qui doivent être posées. Exactement, par rapport à ce que j'ai pu entendre par ailleurs. Est-ce que le fait que le patron de BlackRock devienne officier de la Légion d'honneur depuis hier est une coïncidence ? Oui, c'est une pure coïncidence. Monsieur Cirelli, ça fait 40 ans qu'il travaille pour le public. Il a été un des collaborateurs les plus proches de Monsieur Raffarin. Je suis d'ailleurs très étonnée de voir ses camarades de LR dire tout d'un coup retourner leur veste. Enfin, franchement, c'est pas correct. C'est quelqu'un qui a travaillé au FMI, qui a travaillé au ministère de l'économie et des finances, qui a été collaborateur du Premier ministre, qui a été dirigeant d'une grande entreprise qui s'appelle GDF Suez et qui aujourd'hui sert la cause de la France, justement, en disant que la France est un pays où il fait bon investir. Parce que l'argent qu'on investit dans Toyota, il n'est pas français. L'argent qu'on investit dans le site d'Ambar en Moselle de Daimler, il n'est pas français. Et pourtant, ça fait de l'emploi français, ça fait des investissements industriels. Pourquoi depuis 2 ans, on est la première destination pour les investissements étrangers en France dans l'industrie et dans les centres de recherche et développement? Parce que nous sommes allés chercher des fonds étrangers pour dire il faut investir en France, il faut créer de l'emploi en France. Pourquoi croyez-vous qu'on recrée de l'emploi industriel en France? Parce que nous avons fait ce travail. C'est très important. Et effectivement, à ce titre, le monsieur qui représente en France BlackRock et qui parle en termes positifs de la France comme un endroit où on peut investir, où on peut créer des activités, a une valeur pour notre pays. Il rend service à notre pays. Quel soutien au commerce et au tourisme ? Et notamment aux commerçants touchés par la grève, Agnès Pannier-Runacher. Aujourd'hui, la situation est très hétérogène entre les différents commerçants. Donc ce qu'on peut dire, c'est que premier soutien, report des échéances fiscales et sociales pour les commerçants qui en font la demande. Et bénéfice du chômage partiel pour ceux qui font face à une baisse de fréquentation. On a des chiffres sur l'Île-de-France, donc c'est plutôt centré sur l'Île-de-France, sur la restauration des baisses de chiffre d'affaires dans les zones plus actives, plus touristiques de l'ordre de 30%, 40%. Pareil pour l'hôtellerie. La bonne nouvelle, c'est que le tourisme international n'a pas fléchi, comme on craignait que ça arrive. En revanche, le tourisme en provenance de province a évidemment fléchi. Et donc, nous accompagnons ça. Aujourd'hui, il y a moins de 200 entreprises, de 200 commerçants qui ont demandé à bénéficier du régime de chômage partiel. Moi, je les invite à décrocher leur téléphone et à demander à bénéficier de ces régimes. Ils y ont droit, on les accompagnera. S'ils ont des difficultés de trésorerie, on doit être à leur côté. C'est très clair, il ne faut pas hésiter à franchir le pas. Ce n'est pas un gros dossier administratif à remplir. Il n'y aura pas de contrôle derrière parce qu'on aura donné ces bénéfices-là. Et nous avons réussi, lors de la crise des Gilets jaunes, à accompagner 5000 entreprises. Nous devons être au rendez-vous de la même manière maintenant. Carlos Ghosn, qui a fui le Japon. Comment l'État français a-t-il appris qu'il s'était enfui? Par la presse. Par la presse. Par la presse. Vous-même, vous avez appris par la presse? Moi, j'ai appris par une dépêche qui est tombée sur mon téléphone et j'étais L'État français n'était au courant de rien. Abasourdi. Enfin, c'est un monsieur qui suit la justice d'un pays de droit. C'est pas un monsieur qui est mis en cause pour des opinions politiques dans un pays où la justice est un peu aléatoire. Nous sommes au Japon, qui est un pays de droit. Il est mis en cause sur la base de faits relativement précis. Et donc, il se soustrait à la loi. C'est pas ce qu'il dit. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire où prévaut la présomption de culpabilité, a-t-il dit après sa fuite. Écoutez, moi, je ne partage pas ce point de vue. Je ne le partage pas. Personne, aucun citoyen français n'est au-dessus des lois. Vous souhaitez qu'il soit jugé au Japon? Il sera jugé au Japon de toute façon.
Oui, mais Il sera jugé physiquement. au Japon. Physiquement. Donc, Physiquement. manifestement, il a décidé de se soustraire à la justice japonaise. Donc nous, dans notre rôle, Est-ce que la aujourd'hui, France va collaborer avec le Japon pour faire en sorte que Carlos Ghosn soit, je ne sais pas, extradé vers le Japon, même s'il n'y a pas d'accord d'extradition entre le Liban et le Japon, mais il y en a entre le Liban et la France. Oui, sauf que nous ne pouvons pas utiliser un accord d'extradition dès lors que ce n'est pas notre justice qui en fait la demande. Et par ailleurs, il y a une La jurisprudence... justice française n'en fera pas la demande. Ben non, puisqu'elle n'a pas d'affaires en cours. Les éléments qui sont reprochés à M. Carlos Ghosn sont liés au Japon, pas à la France. Je rappelle que le gouvernement français, à 2 reprises, a demandé à M. Carlos Ghosn de baisser sa rémunération et a été particulièrement actif sur ce sujet de rémunération. Donc, effectivement, il n'y a pas de reproche à faire sur la base Comment des fondements qualifiez-vous français. sa fuite ? J'hésite entre romanesque et... Enfin, je vous dis, je n'ai pas les mots pour qualifier cette fuite. Encore une fois, personne n'est au-dessus des lois. Il a Pas sauvé plus, sa vie. monsieur- Il a sauvé sa vie. Non, il était assigné à résidence, c'était une condition très désagréable. Il n'avait pas accès à ses proches, je comprends que ce soit aussi très déplaisant, mais sa vie n'était pas en danger, sinon la France serait intervenue. Nous sommes toujours dans une posture, pour n'importe quel Français, dans une posture d'assistance consulaire. Nous l'avons été pour M. Ghosn quand il avait des problèmes de médicaments ou quand il a s'agi d'expliquer aux autorités japonaises que, étant un peu affaibli, on préférait améliorer ses conditions de détention. La France souhaite donc qu'il retourne au Japon, enfin il ne le fera pas, hein, et qu'il soit jugé Mais, là-bas, physiquement. encore une fois, si M. Ghosn venait en France, Oui. nous n'extradirons pas M. Ghosn parce que la France n'extradie jamais ses nationaux. Donc C'est une s'il règle du vient jeu. en France, il ne sera Nous- pas extradé. Donc nous appliquons à M. Ghosn, comme à M. Tout le monde, les mêmes règles du jeu. Et ça ne nous empêche pas de penser que M. Ghosn n'a pas à se soustraire à la justice japonaise. Simplement, c'est les mêmes droits pour tout le monde. La nationalité française protège et protectrice de ses ressortissants. Elle est d'ailleurs, de ce point de vue-là, assez valorisée par rapport à d'autres nationalités. Merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue nous voir ce matin sur RMC BFM TV, dès 8h55.